Mon père a fait menotter ma fille de 11 ans par la police à cause d'une fausse accusation de vol portée par mon petit frère. Ma mère est restée là, impassible, comme si de rien n'était. Et ce que j'ai fait ensuite leur a coûté à tous le prix fort. Bonjour Reddit, je suis Kendra Fett Morrison, une mère célibataire de 39 ans, la créatrice de Morrison Luxe. Il y a 12 ans, j'étais une jeune femme de 27 ans sans le sou, dessinant des robes sur la table de ma cuisine à Boise, dans l'Idaho. Aujourd'hui, ma marque compte 3 boutiques phares, un chiffre d'affaires annuel à 8 chiffres, et mes créations sont portées par des célébrités sur les tapis rouges. J'ai travaillé 80 jours par semaine, j'ai élevé ma fille Avery seule après mon divorce, et j'ai quand même réussi à transformer un rêve en empire. Je pensais que ma famille serait toujours là pour moi. J'avais tort. Ce dimanche de juillet dernier, j'ai fait confiance à mes parents pour veiller sur Avery pendant quelques heures, le temps de m'envoler pour New York pour conclure l'affaire de ma vie. Je suis rentré à la maison et j'ai vu les gyrophares de la police disparaître au bout de la rue et ma petite fille menottée à cause de mon père, celui qui avait appelé la police. Si vous voulez savoir exactement comment j'ai bouleversé leur petit monde parfait et fait en sorte qu'ils perdent tout ce qui leur était cher, abonnez-vous et activez les notifications immédiatement, car ça va devenir incroyable et vous n'en croirez pas vos yeux. J'ai grandi à Boise, dans une famille où tout le monde savait qui était la star dès ses premiers pas. Mon petit frère Ryan est né 4 ans après moi, et dès qu'il a ouvert les yeux, toute la maison tournait autour de lui. Mon père, Richard Morrison, a gravi les échelons pendant 28 ans avant de devenir chef de la police de Boise. Lorsqu'il a pris sa retraite il y a 12 ans, la ville a organisé un défilé en son honneur, lui a remis les clés de la ville et a fait graver son nom sur une plaque commémorative en centre-ville. Ma mère, Diane Morrison, n'a jamais travaillé de sa vie. Son métier consistait à veiller à ce que tous les besoins de Ryan soient comblés avant même qu'il n'en ait conscience. J'étais l'aînée non désirée, la plus bruyante, celle qui posait trop de questions et qui ne rentrait jamais vraiment dans le moule. À 19 ans, je les ai réunis et leur ai annoncé que j'abandonnais mes études de droit pour étudier la mode à Portland. Mon père m'a regardé comme si je venais d'avouer un vol à main armée. Ma mère a fondu en larmes pendant une semaine. Ryan, 15 ans, déjà persuadé d'être promis à un brillant avenir, a souri en mangeant ses céréales et a dit « Eh bien, il faut bien que quelqu'un soit la risée de la famille. » 20 ans plus tard, la hiérarchie n'avait pas bougé d'un iota. Ryan, aujourd'hui âgé de 34 ans, et sa femme Vanessa vivaient toujours dans la même grande maison de style craftsman du quartier North End de Boise avec leurs parents. Ils appelaient cela une réduction stratégique des coûts pour développer leur start-up. Pour les autres, c'était un refus de grandir. Sa société de technologie de la santé avait levé des millions de dollars, figuré dans plusieurs classements régionaux des 30 Under 30. Et cela suffisait à mes parents pour le considérer comme le nouveau Steve Jobs. De mon côté, j'avais bâti Morrison Luxe de toutes pièces. J'avais commencé à dessiner au dos de reçu, à 27 ans, alors que j'étais une mère célibataire sans le sou. J'ai ouvert ma première petite boutique en centre-ville avec ma dernière carte de crédit. 12 ans plus tard, nous avons 3 boutiques phares, un chiffre d'affaires à 8 chiffres, et mes robes ont été portées au Mégala. Forbes a publié un article de 2 pages me surnommant la reine discrète de Boise. Rien de tout cela ne transparaissait à table. Pour eux, j'étais toujours la fille qui vend des robes pour gagner sa vie. Mon père me le disait sans sourciller. Les vraies entreprises résolvent de vrais problèmes. Kendra, tu crées des vêtements de soirée. Ma mère ne m'écoutait pas, ajoutant « Le logiciel de Ryan sauvera des vies un jour. » Peu importe que ma société emploie 60 personnes localement, paie des millions d'impôts et fasse de Boise une destination incontournable de la mode. Le favoritisme ne s'arrêtait pas à moi. Il s'abattait aussi sur Avery. Dès la maternelle, on la comparait aux petits-enfants parfaits que Ryan aurait sûrement un jour. Des notes excellentes. Ryan n'avait jamais besoin d'étudier. Un prix d'art à l'école. Un passe-temps mignon. Mais Ryan avait des bourses d'études. Quand Avery a demandé une machine à coudre à 9 ans, son père a éclaté de rire. Typique de l'enfant qui perd son temps avec des futilités. À chaque fête, à chaque barbecue du dimanche, on trouvait un nouveau moyen de lui rappeler qu'elle était la fille du côté le plus difficile de la famille. Ryan et Vanessa en rajoutaient. Ils se mettaient à réciter les arguments et les rapports trimestriels de Tesla, puis lançaient des messages comme « C'est mignon que tu joues encore à te déguiser au travail », a dit un jour Kendra Vanessa à Avery, 7 ans, devant toute la table. Si tu travailles vraiment bien, tu pourras peut-être un jour dessiner les uniformes de l'entreprise de l'oncle Ryan. Tout le monde a ri. Pas Avery. Et moi, je continuais à venir. Je me persuadais que les grands-parents comptaient. J'ai payé la nouvelle toiture quand la pension de papa ne suffisait pas. J'ai emmené ma mère à la Fashion Week de New York à 2 reprises et je l'ai placée au premier rang. J'ai fait des chèques à 6 chiffres à Ryan quand sa start-up a failli faire faillite en 2020. À chaque fois qu'ils acceptaient l'argent,
Il souriait poliment et recommençait à me traiter comme le petit secret honteux de la famille. Les règles étaient immuables et jamais énoncées à voix haute. Ryan était irréprochable. Je ne pouvais rien faire de bien. Et Avery était coupable simplement parce que je partageais son ADN. Ce système toxique fonctionnait depuis 39 ans, et je continuais de faire comme si de rien n'était. Il a suffi d'attendre un dimanche de juillet comme les autres pour que tout s'écroule. Un dimanche matin de juillet dernier, j'étais dans la cabine d'essayage de mon studio du centre-ville de Boise, des aiguilles entre les dents, en train de polir l'ourlet final des prototypes de haute couture automne-hiver, quand mon téléphone a sonné à 8 heures précises. C'était le responsable des achats de la plus grande chaîne de grands magasins de luxe du pays. Elle m'a dit que le PDG n'était à New York que pour 24 heures et qu'il voulait signer l'accord de distribution exclusive nationale en personne aujourd'hui. Si je pouvais atterrir à JFK en début d'après-midi, le contrat était à moi. Si je ratais ce créneau, ils le proposeraient aux prochains designers sur leur liste. Je n'ai pas hésité une seconde. C'était l'accord qui allait transformer Morrison Luxe, du statut de succès régional à celui de marque nationale du jour au lendemain. J'ai dit à ma designer principale de bloquer le studio, j'ai annulé toutes les réunions pour les 48 heures suivantes et j'ai réservé le seul vol direct, Boise-JFK, départ à 10h15, celui qui m'obligeait à être à l'aéroport dans les 75 minutes. Le seul problème, c'était Avery. Les cours étaient finis pour l'été et ma babysitter habituelle était en Californie chez sa famille. J'ai fait ce que je fais toujours en cas d'urgence, j'ai appelé North End House. Maman a répondu à la deuxième sonnerie, l'air presque trop excité. Amenez-la. Ryan et Vanessa sont déjà là, en train de déjeuner. On va être nombreux. Ça va être super. J'ai préparé à la hâte un sac pour la nuit pour Avery, y glissant ses carnets de croquis, ses crayons, des vêtements de rechange et sa peluche préférée. Un quart d'heure plus tard, je me suis garé dans la longue allée de gravier où se trouvait le gros pick-up de mes parents, un véhicule robuste qu'ils possèdent depuis les années 80. Tout le monde était sur la large véranda, l'air d'une carte postale, papa dans son vieux polo, sirotant un café noir. Maman disposait des brioches à la cannelle maison sur un présentoir à 3 étages. Ryan était appuyé contre la rambarde de la véranda, vêtu d'un short en lin repassé. Et Vanessa était assise à côté de lui, la main tendue, exhibant ce qui ressemblait à un solitaire en diamant flambant neuf, de la taille d'une pièce de 10 cents. « Regarde cette pierre !» s'écria Vanessa en tournant le poignet pour que le soleil du matin transforme la pierre en une boule de feu. Ryan souriait comme s'il avait inventé les diamants. 22 000 $. Je l'ai acheté à Las Vegas le week-end dernier pour fêter la série Be Close. Maman était à bout de souffle, la main sur la poitrine. Papa hocha lentement la tête, avec la fierté qu'il réservait d'habitude aux notes de Ryan. Avery monta les marches du perron d'un bond, me serra rapidement la taille, puis fut aussitôt entraîné dans sa mission d'admiration de la bague. Je m'accroupis, arrangeai sa queue de cheval et lui dis que je serais de retour demain matin. Elle était déjà absorbée par les brioches à la cannelle et par la promesse de Ryan de lui faire essayer le nouveau casque de réalité virtuelle qu'il venait de déballer. Je l'embrassai sur le front, lui dis d'écouter grand-mère et lui promis que nous fêterions la grande nouvelle ensemble à mon retour. En retournant à la voiture, j'entendis Ryan dire assez fort pour que je l'entende. « Ne perds pas cette bague, ma chérie. Certains d'entre vous pourraient avoir la main lourde. » Il rit comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Je fis semblant de ne pas l'entendre me saluer une dernière fois et me dépêcher de filer à l'aéroport. Le vol se passa sans encombre. J'ai passé 4 heures devant mon ordinateur portable à rédiger le contrat, à répéter mes réponses et à visualiser les images de la poignée de main qui seraient affichées dans toutes les boutiques de mode la semaine suivante. Nous avons atterri à JFK peu après 14 heures, heure de l'Est. Voiture privée jusqu'à Midtown, puis directement dans la salle de conférence vitrée au 42e étage. Signature au champagne. Félicitations. Encore des photos. À 18 heures, heure de New York, l'affaire était conclue et j'étais officiellement la nouvelle marque exclusive distribuée dans 240 points de vente à travers le pays. J'ai envoyé à Avery un emoji cœur dans les yeux et lui ai demandé si elle s'amusait bien. Le message a été distribué, puis plus rien. J'ai envoyé le même message à ma mère. Aucune réponse. J'ai supposé qu'ils étaient tous dehors, près du feu, ou que Ryan leur avait fait essayer un nouveau jeu en réalité augmentée. J'ai commandé un room service, pris une longue douche et me suis endormi à 22h30, heure de l'Est, plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, mon téléphone vibrant sur ma table de chevet, mais il était en réalité un peu plus de minuit en montagne. J'ai souri dans l'obscurité, encore en altitude, en pensant au lendemain. J'allais enfin entrer dans cette maison du centre-ville et les voir tous ravaler leurs paroles. L'avion atterrit à Boise à 14h30 précise, et je pris la route directement vers le centre-ville sans même m'arrêter pour me changer.
J'étais encore grisé par l'adrénaline et le champagne de la victoire quand je m'engageais dans la rue tranquille et arborée que je connaissais depuis toujours. La première chose qui me frappa fut le terrain vague devant la maison, où une voiture de police était manifestement garée quelques minutes plus tôt. Des traces de gravier frais et de faibles marques d'explosion étaient encore visibles. La seconde fut le silence anormal. Aucun enfant ne criait dans le jardin. Aucune musique ne s'échappait de la terrasse. Pas une voix. Je laissai le moteur tourner, attraper mon bagage cabine et monter les larges marches du perron en courant. La porte d'entrée était seule. Maman était assise seule sur le canapé ancien du salon, le visage blême, les mains crispées, tremblantes sur ses genoux, comme si elle essayait de se ressaisir. Papa se tenait près de la grande baille vitrée, les mains jointes derrière le dos, fixant la rue comme s'il attendait le retour du loueur de voiture d'une seconde à l'autre. Je laissai tomber mon sac de mon épaule, qui s'écrasa sur le parquet avec un bruit sourd. « Où est Avri ?» Papa se retourna lentement. Son expression était impassible, sa voix indéchiffrable. Imperturbable. Le même ton mesuré qu'il employait depuis des décennies en lisant les écrits de Miranda. Ryan a dit qu'Avri avait pris la bague de Vanessa. Je l'ai fait sonner pour que la gamine comprenne la leçon. La phrase me fit l'effet d'une gifle. Je laissai échapper un petit rire sec et incrédule. Qui avez-vous appelé, exactement? À la police de Boise l'a emmené à 13h50. Procédure standard pour un vol. Mes jambes me lâchèrent. Je m'agrippai à la tête d'oreiller pour ne pas tomber. Vous avez fait arrêter et menotter ma fille de 11 ans. Maman finit par parler d'une voix à peine audible. Elle n'arrêtait pas de dire que non. Ryan en était certain. Je fis le tour de la pièce. Ryan et Vanessa étaient assis à l'îlot de la cuisine, comme s'ils attendaient le brunch. Vanessa sirotait tranquillement son thé glacé. Ryan, lui, faisait défiler son téléphone comme si de rien n'était. Je me suis approché d'eux, la voix tremblante. Vous avez accusé ma fille d'avoir volé une bague à 22 000 $ et vous avez même demandé à mon propre père de l'emmener en voiture de police. Ryan n'a même pas levé les yeux. Elle était la seule près de la chambre ce matin. C'était évident. Je me suis retourné vers mon père. Vous avez menotté ma fille, Richard. Il a soutenu mon regard sans ciller. Parfois, les enfants ont besoin de subir les conséquences de leurs actes. Je l'ai vu des milliers de fois. Une bonne frayeur, ça marche. Ma mère a tendu la main vers moi. J'ai sursauté si violemment que j'ai failli perdre l'équilibre. Ne faites pas ça. Ma voix s'est brisée. Vous avez laissé des inconnus menotter mon bébé et l'emmener de force parce que votre fils chéri a fait une crise à cause d'un bijou. La mâchoire de mon père s'est crispée. Faites attention à la façon dont vous me parlez. Faites attention à la façon dont je vous parle. Je hurlais maintenant. J'aurais pu m'arrêter même si je l'avais voulu. Tu as traumatisé une fillette de 11 ans. Tu as exhibé ton ancien insigne et forcé les policiers à traiter ma fille comme une criminelle. Ryan finit par se lever, les paumes ouvertes dans un air faussement calme. Tu es hystérique, Kendra. Baisse la voix. Ce simple mot, hystérique, coupa court à toute conversation. Je traversai la pièce en 4 pas, à quelques centimètres de son visage. Où est la bague, Ryan? Montre-moi la boîte en velours vide. Montre-moi le rapport que tu as déposé. Il haussa les épaules. Elle finira bien par réapparaître. Les enfants cachent des choses. Il regarda Vanessa. Elle fixait silencieusement son verre. Je me retournai vers papa, la poitrine haletante. Emmène-moi au commissariat tout de suite. Il secoua la tête. Elle est en train d'être présentée à un juge. Tu pourras la récupérer après l'interrogatoire. Encore quelques heures. La pièce tournait. Je ramassai mes clés par terre et courus vers la porte. Je me précipitai au commissariat du centre-ville de Boise, une main sur le volant, l'autre tirant toujours mon sac à main. Je ne m'étais pas garé correctement. J'ai laissé ma voiture à mi-chemin du trottoir, feu de détresse allumé, et j'ai franchi les portes vitrées automatiques en courant, comme si l'immeuble m'avait insulté personnellement. Le policier m'a reconnu. Je l'avais vu au gala de charité où Morrison Lux faisait don de vêtements chaque année. Son sourire poli s'est effacé dès qu'il a vu mon expression. Salle de conférence 3, a-t-il marmonné avant de sonner sans me demander de pièce d'identité. Le couloir empestait l'eau de javel industriel et le café brûlé. J'ai entendu Avri avant même de la voir. Ses petits sanglots paniqués, entrecoupés de hoquets, résonnaient contre les murs de béton comme ceux d'un animal pris au piège. J'ai poussé la porte si fort qu'elle a claqué contre le mur. Ma fille de 11 ans était assise à une table en métal gris froid, boulonnée au sol. Son poignet droit était menotté par une menotte en acier soudée à un anneau lui-même soudé au plateau de la table. Son visage était gonflé, des traces de larmes et de morve striaient ses joues, ses cheveux collés par des mèches humides. Ses yeux étaient presque gonflés à force de pleurer. Sous la lumière crue des néons, elle paraissait incroyablement petite et fragile.
Dès qu'elle m'aperçut, elle laissa échapper un cri rauque et désespéré, mêlant mon nom et terreur pure, et tenta de se relever. La menotte la fit retomber avec un bruit métallique sec qui me transperça la poitrine. Je lâchai la valise, m'agenouillai devant elle et la pris dans mes bras. Elle s'accrochait à moi de toutes ses forces, ses ongles s'enfonçant dans son dos, son corps tout entier secoué de sanglots violents et silencieux. 2 agents en uniforme se tenaient maladroitement dans un coin, se déplaçant d'un pied sur l'autre. L'aîné s'éclaircit la gorge. « La femme est partie. » Le chef Morrison l'a dit lui-même, demandant expressément que les menottes restent en place jusqu'à ce que la leçon soit retenue. Je l'interrompis d'un regard glacial. Je me levai lentement, une main sur l'épaule d'Avery, et me tournai vers la porte ouverte. Ils étaient là, côte à côte dans le couloir, comme s'ils attendaient un café. Papa, les bras croisés sur la poitrine, le visage sculpté dans le granit, le regard fixe. Ryan était appuyé contre le mur d'en face, son téléphone à la main, l'air entre l'ennui et la suffisance. Il m'avait suivi jusqu'ici. Papa avait refusé de me conduire, mais il avait secoué la tête et dit « Encore quelques heures ». Pourtant, il avait pris le volant et m'avait précédé au poste pour s'assurer que ses ordres soient exécutés à la lettre. Je fis un pas vers eux. Le jeune policier jeta un regard nerveux à papa, obtint un bref signe de tête, puis se précipita et déverrouilla les menottes. La clé claqua, les menottes s'ouvrirent avec un bruit sec. Avery frotta l'anneau rouge vif à son poignet et se colla davantage contre moi. Je la fis passer devant les 2 hommes sans ralentir. Papa ouvrit la bouche. Kendra. Je m'arrêtai net, le regardai droit dans les yeux et prononçai son prénom pour la première fois en 39 ans. Richard, tu ne t'approcheras plus jamais de ma fille. Tu comprends? Sa mâchoire se crispa, mais il ne dit rien. Ryan renifla doucement, d'un air dédaigné. Toujours aussi dramatique. Je n'ai pas perdu une seconde avec aucune d'elles. J'ai enroulé ma veste autour des épaules tremblantes d'Avery, ramassé la valise abandonnée de ma main libre et emmené ma petite fille hors du bâtiment, en passant devant la réceptionniste qui évitait mon regard, sous les néons vacillants, vers le soleil de fin d'après-midi. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet du retour. Ce soir-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai réservé tout l'étage exécutif du Marriott juste à côté de l'aéroport de Boise au nom de mon assistante, pour que personne ne puisse nous retrouver. Avery s'est endormie dès que sa tête a touché l'oreiller, toujours vêtue des mêmes vêtements froissés que ceux qu'elle avait enlevés en traînant ses chaussures sur la moquette. Assise au bord du lit dans l'obscurité, je la regardais se soulever et s'abaisser, attendant que la chaleur s'apaise. Elle n'a fait que s'intensifier. À 21h27, j'ai appelé Megan Sullivan. Megan et moi avions commencé nos études de droit la même année. J'avais abandonné pour me consacrer à la mode. Elle a terminé première de sa promotion et est aujourd'hui l'avocate spécialisée dans les droits civiques et les affaires policières la plus redoutée de tout l'Idaho. Elle a décroché au premier coup de téléphone d'une voix endormie. Ça promet. Je lui ai tout raconté d'une traite, la voix tremblante. 10 secondes de silence glacial ont suivi. Plus qu'une simple phrase. Envoie-moi toutes les photos, tous les SMS, tous les noms. Je serai là dans 40 minutes. Elle est arrivée à 10h58 avec 2 jeunes collaborateurs, 3 ordinateurs portables et une valise à roulettes de la taille d'une malle. Nous avons transformé le salon en centre névralgique. La première étape, lundi matin, a été que Megan sollicite une intervention auprès de son ancienne compagnie d'assurance. Mercredi midi, nous avions le dossier complet. Ryan avait déposé la réclamation en novembre précédent, affirmant que la bague d'origine avait été endommagée irrémédiablement lors d'un accident domestique. La compagnie d'assurance avait versé 22 000 $ directement sur le compte d'exploitation de la start-up, qu'il contrôlait seul. Deuxième étape, Megan a immédiatement prépayé son équipe d'enquêteurs privés. Ils ont récupéré toutes les images des caméras de surveillance de la bijouterie de Las Vegas dont Ryan s'était vanté. Aucun achat n'était enregistré à son nom ou à celui de Vanessa. Ils ont ensuite vérifié les caractéristiques exactes de la pierre que Vanessa avait montrée toute la matinée. Indice de réfraction, couleur et angle de taille. Elle correspondait à une réplique exclusive en oxyde de zirconium achetée sur Etsy pour 298 $, livrée à l'adresse de Norsen 3 semaines auparavant et payée avec la carte bancaire personnelle de Ryan. Nous avions des preuves irréfutables en 96 heures. Le vendredi après-midi, Megan avait rédigé 4 mises en demeure distinctes sur papier en tête de son cabinet. L'une à Ryan Morrison pour fausse déclaration à la police, fraude à l'assurance et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle à un mineur. Une à Richard Morrison pour abus de pouvoir, violation des droits civiques et même détresse émotionnelle. Une à Vanessa Morrison pour complicité. Une au service de police de Boise pour séquestration de mineurs et non-respect des procédures de signalement parental obligatoire.
Chaque lettre exposait les preuves de manière irréfutable, joignant la citation à comparaître, le reçu Etsy, le démenti du bijoutier et des images d'Avri menottées, extraites du système de sécurité du commissariat et obtenues légalement grâce au contact de Meghan. Chaque lettre accordait exactement 10 jours ouvrables pour répondre, faute de quoi nous déposerions simultanément la citation à comparaître devant les tribunaux d'État et fédéraux et la diffuserions à tous les grands médias de l'Idaho. Nous avons imprimé 4 exemplaires, nous sommes rendus au centre d'affaires de l'hôtel et leur avons envoyé un accusé de réception, comme demandé. J'ai personnellement vu le réceptionniste tamponner chaque enveloppe. Dès que le dernier accusé de réception fut imprimé, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Avri passa les 4 jours suivants recroquevillée sur le canapé de l'hôtel à regarder des dessins animés en mode silencieux. Elle ne parvenait toujours pas à aligner plus de 5 mots à la fois. J'ai pris rendez-vous avec le meilleur psychothérapeute spécialisé dans les traumatismes pédiatriques du Nord-Ouest. La première séance était prévue pour le lundi suivant. Meghan ne quitta pas la suite. Elle dormait sur le canapé-lit, se nourrissait de café noir et de vengeance. Au bout de 7 jours, nous avions un classeur de 7 cm d'épaisseur rempli d'onglets épais de couleurs différentes et un dossier de presse prêt à l'emploi s'il décidait de faire l'autruche. Les lettres ont été envoyées à 16h47 ce vendredi-là. J'ai éteint mon téléphone, commandé des macaronis au fromage pour Avri et je me suis installé près de la fenêtre à regarder les avions décoller et atterrir. Je ne suis pas rentré chez moi. Je n'ai répondu à aucun appel de la Maison du Nord. J'attendais simplement que les choses se compliquent. 6 mois plus tard, l'effet domino était irréversible. Le premier domino est tombé 10 jours après l'envoi des mises en demeure. L'investisseur principal, un fonds de capital risque basé à Boise qui avait investi des sommes considérables dans les startups de Ryan dans les secteurs de la santé et des technologies, a vu le titre de la presse locale. Fondateur d'une start-up accusée de viol sur sa nièce de 11 ans. Ils ont appelé Ryan l'après-midi même, ont invoqué la clause de moralité et ont retiré l'intégralité de leur engagement de série B. 7 semaines plus tard, l'entreprise était morte. Les serveurs ont été mis hors service, 70 employés ont été licenciés, le mobilier de bureau, bradé, a été liquidé. Le siège social, élégant et moderne, a été rendu au propriétaire. Ryan, chouchou de la tech régionale, s'est retrouvé sans emploi en 49 jours. Le deuxième domino fut Richard. La fuite de l'information a contraint le Conseil des normes et de la formation des policiers de l'Idaho à lancer un examen complet de sa pension. Ils ont découvert 2 anciennes plaintes des affaires internes datant de l'adolescence de Ryan. L'une pour avoir conduit une voiture volée à 16 ans et l'autre pour vandalisme de biens scolaires à 17 ans. Les 2 dossiers avaient mystérieusement disparu, portant la signature de Richard, et il était recommandé de les classer sans suite. Le Conseil a considéré cela comme un abus de pouvoir et a révoqué rétroactivement l'intégralité de sa pension. Des versements annuels à 6 chiffres, une assurance maladie, tout a disparu du jour au lendemain. Il a reçu la lettre officielle dans la cuisine de la maison qui n'était plus la sienne. Le 3e domino fut Diane. 2 ans plus tôt, elle avait personnellement co-signé un prêt-relais de 1,2 million de dollars pour permettre à Ryan de payer les employés après la panique initiale des investisseurs. Lorsque l'entreprise a fait faillite, la banque a immédiatement saisi la maison. Leur maison de style craftsman, située dans le quartier de North End et où ils vivaient depuis 1987, a été mise en vente 3 semaines plus tard. Elle a été vendue avec une décote de 20% pour compenser le manque à gagner. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres sur West Bench, avec des cartons encore étiquetés « Chambre » et les anciens trophées de Ryan. La 4e domino était Chloé Harper. C'était la fille de ma tante, la cousine dont la famille n'avait jamais parlé après sa fugue à l'âge de 14 ans. Elle a vu que l'article mentionnait le nom de famille et a immédiatement envoyé un courriel à Meghan ce soir-là. Chloé a envoyé des rapports de police scannés, des extraits de journal intime, et même un vieux message vocal dans lequel Richard la menaçait de l'arrêter si elle réapparaissait. Elle s'est rendue à Boise seule et a mené un contre-interrogatoire de 4 heures au cours duquel il a détaillé des décennies de favoritisme et de dissimulation en faveur de Ryan. Son témoignage a transformé notre dossier, le rendant imparable. Ryan a tout essayé. Il appelait en pleurant, laissant des messages vocaux à 2 heures du matin, puis furieux à minuit, puis suppliant, tandis que Vanessa pleurait en arrière-plan. J'ai fait en sorte que tous les messages soient directement classés dans un dossier que je n'ai jamais ouvert. Vanessa m'a envoyé des photos de cartons de déménagement et des légendes sur la perte de la seule maison qu'elle ait jamais connue. J'ai bloqué le numéro. Richard s'est présenté à l'improviste dans mon magasin phare un mardi après-midi, une enveloppe craft à la main. À l'intérieur, il y avait des photos d'enfance de Ryan et moi à Poney, et une lettre manuscrite me demandant de penser au cœur de ma mère. J'ai rendu l'enveloppe sans l'ouvrir et j'ai laissé l'agent de sécurité le faire passer devant les clients.
Diane m'a envoyé de longs courriels décousus sur des douleurs à la poitrine, sur le stress qui la rongeait, sur la façon dont je détruisais l'héritage familial. Je les ai tous transférés à Megan sans lire plus de la première ligne. Les règlements sont arrivés rapidement après cela. La ville de Boise a d'abord versé une somme confidentielle correspondant à 6 peines de prison et a présenté des excuses officielles du chef de la police actuelle. Ryan et Vanessa ont réglé leurs affaires, puis réécrit tous les documents relatifs à la faillite. Richard a résisté le plus longtemps, mais lorsque le témoignage de Chloé est arrivé sur le bureau de son avocat, il a cédé. Son dernier chèque a englouti le reste de ses économies de retraite. Au bout de 6 mois, North End House avait disparu. Le nom de l'entreprise était devenu toxique. La pension a été supprimée et la réputation de Morrison, que mon père avait mis 40 ans à soigner, a été définitivement anéantie. Je n'ai pas fait la fête quand l'argent est arrivé sur mon compte. Je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai simplement éprouvé cette certitude tranquille qui s'installe enfin lorsque ceux qui ont fait du mal à votre enfant ont payé le prix fort. Et puis, c'était fini. Aujourd'hui, Avery a 12 ans et défile pour Morrison Luxe comme si elle était la reine des lieux, car d'une certaine manière, c'est le cas. Elle a ouvert notre défilé printemps-gaieté le mois dernier dans une mini-robe en cristal brodée à la main, la tête haute, les épaules redressées et un sourire éclatant. Dès qu'elle a franchi la ligne d'arrivée, toute la salle s'est levée. Les téléphones crépitaient de 1000 feux. La vidéo a fait le tour du web en quelques heures. La top modèle de 12 ans prenait sa revanche sur le podium. Elle méritait tous les applaudissements. L'argent qui nous a permis de commencer une nouvelle vie provenait de 2 sources. Le premier chèque était l'indemnisation de Ryan, tout ce qui lui restait après le passage du syndic de faillite. Le second était l'accord confidentiel conclu avec la ville de Boise et sa compagnie d'assurance, suite à une enquête interne confirmant plusieurs violations du règlement, notamment la détention illégale d'une mineure sur la seule parole d'un ancien cadre. Ensemble, ces 2 paiements ont largement suffi à acheter la maison de 5 chambres, tout en verre et en bois, sur la crête d'East Boise. Absolument. Aucun apport, aucun prêt, aucun autre nom sur l'acte de propriété que le mien et celui d'Avery. Nous avons emménagé un mardi tranquille, au début du mois de mars. Avery s'est approprié la chambre aux baies vitrées donnant sur les montagnes et a immédiatement peint tout un mur en bleu nuit, afin que les lumières de la ville puissent y scintiller la nuit. J'ai transformé tout le rez-de-chaussée en son atelier de création personnelle, machine à coudre industrielle, grande table de découpe, rouleau de tissu plus grand qu'elle. Presque chaque soir, elle s'endort avec un carnet de croquis posé sur la poitrine, des crayons éparpillés sur les couvertures. Durant les 4 mois qui ont suivi, elle a consulté 2 fois par semaine le meilleur psychothérapeute spécialisé dans les traumatismes pédiatriques du Nord-Ouest. Les cauchemars ont cessé au bout de 6 semaines. Les gyrophares de la police ont cessé de la paralyser après 10 semaines. Et au bout de 4 mois, c'est elle qui m'a demandé si elle pouvait assister au prochain défilé, pour prouver qu'il n'avait pas gagné. J'ai pleuré sur le parking le jour où elle a prononcé ces mots. Morrison Luxe n'a jamais été aussi florissant. Nous avons inauguré un 4e projet phare à Seattle le trimestre dernier, et la nouvelle collection a fait planter le site web 2 fois en une seule matinée. Avery est désormais l'égérie de la ligne Morrison Mini Capsule, que nous avons lancée cette année. La voir, haute de 6 mètres, sur les panneaux publicitaires de Boise, vêtue de vêtements qu'elle a contribué à créer, me paraît encore irréel certains jours. J'ai changé chaque numéro de téléphone, chaque adresse e-mail, chaque compte sur les réseaux sociaux la semaine où les règlements ont été finalisés. North End House s'occupe désormais d'une famille qui tente de régler ses propres affaires. Richard, Diane, Ryan et Vanessa existent ailleurs, quelque part dans l'univers, mais plus dans nos vies. J'ai bloqué, supprimé, effacé chaque voie possible par laquelle ils auraient pu tenter de nous atteindre à nouveau. Je cherche même à obtenir un budget permanent pour que Megan continue de répondre à leurs démarches jusqu'à ce que tout soit définitivement clos. Les gens me demandent encore si je me sens coupable. D'anciens voisins, des cousins éloignés, parfois même des journalistes. Je leur donne toujours la même réponse. Le sang ne donne jamais le droit de faire du mal à mon enfant. Le jour où quelqu'un a choisi de passer les menottes à une enfant de 11 ans pour protéger l'ego d'un homme adulte, ils ont cessé d'être ma famille. C'est Avery qui compte. De l'enveloppe à l'adresse exacte. Elle n'aura jamais à mettre les pieds dans un commissariat. Traumatisme stoppé, sécurité retrouvée. On la voit aujourd'hui sourire sur des photos de défilés à Paris et à Milan, une part de pizza à la main en coulisses, ou attablée dans des restaurants prisés du milieu. Chaque année, elle formule le même vœu à voix haute. Que chaque enfant ait une mère qui se batte pour lui comme tu t'es battu pour moi. Et chaque année, je pleure de joie. Je ne perds pas le sommeil à cause de réputations détruites ou de liens familiaux rompus. Je dors profondément, dans une maison qui m'appartient, libre et sûre, aux côtés d'une fille qui sait sans le moindre doute qu'elle est protégée et aimée au-delà de toute limite.
Certains groupes sont une menace déguisée en famille. Certains ponts méritent d'être brûlés jusqu'aux cendres. Et certains choix, une fois faits, ne laissent place à aucun regret. Choisir ma fille a été la meilleure décision de toute ma vie.